Salut Clarisse, comment vas-tu? Salut, ça va bien, ça va bien. Oui, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui sur cette vidéo. Alors, c'est pas la première fois qu'on se voit ni qu'on parle parce que, pour info, Clarisse a fait partie de mon programme de formation, l'école des profs. Et c'est aussi une prof qui vit à Barcelone où moi-même je vis actuellement. Donc, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Donc, c'est pour ça que vous allez peut-être sentir qu'il y a une certaine amitié et une certaine facilité au niveau du dialogue. On est très contents toutes les deux de pouvoir partager notre expérience au Japon pour les personnes qui peut-être se posent des questions. Je sais que vous êtes assez nombreux. Clarisse aussi reçoit très souvent Ouais. tu pourras nous en parler, très souvent des questions. Donc, je pense que c'est aujourd'hui où on va tout révéler, n'est-ce pas? Et on va vous donner peut-être des réponses à vos questions. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, et dire un petit peu à qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Je suis basée en Espagne, à Barcelone, comme Charlène vient de le mentionner. Je suis professeure de FLE, comme beaucoup de gens dans la formation que tu proposes. Et j'ai toujours été prof de FLE, pas de reconversion. C'est ce que j'ai fait depuis la fin de mes études. Et ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans que je travaille de façon indépendante comme auto-entrepreneur et presque 100% en ligne. J'ai quelques petites missions ici et là à Barcelone, mais je travaille globalement en ligne. Ok. T'as toujours vécu, enfin, depuis que tu as terminé tes études, t'as toujours vécu à l'étranger ou t'as déjà exercé un peu en France? En France, ma seule expérience, c'était pour mes stages pendant le Ok, master. Pendant le ok. master 1, j'ai dû faire un stage en même temps que les cours, donc ça, c'était en France. Mais sinon, tous mes autres stages et mes expériences professionnelles, c'est à l'étranger, ouais. Comment est-ce que tu as décidé de devenir professeur de FLE? D'où ça t'est venu, tout ça? Est-ce que tu peux nous raconter? Je pense que le premier moment où j'y ai pensé, où j'en ai discuté, c'était à la fin du lycée, euh, avec d'autres copines de la classe qui s'intéressaient aussi aux langues. C'est quelque chose qui avait été évoqué, puis je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une idée. Et ensuite, j'ai fait une licence d'études anglaises. Et j'aimais beaucoup les cours de traduction. Du coup, je me suis dit, ah, finalement, peut-être que je pourrais faire ça. Et puis, bon, comme dans plein de domaines, on te dit que ah, c'est bouché, il n'y a pas de travail, ce genre de choses. Et puis aussi, je me suis dit que peut-être j'étais pas faite pour travailler seule face à un écran. Bon, ce qui est un peu paradoxal maintenant que je travaille en ligne, mais c'est pas pareil. Disons que j'ai besoin d'un Il y a quand même contact. Je une pense que interaction. Ouais. c'est ça. C'est plutôt Ouais. un travail avec de l'interaction pour lequel j'étais plus destinée. Je pense ce côté social, partager quelque chose avec d'autres personnes. Et donc, du coup, j'étais pas trop sûre de moi. Et puis, donc, pendant la licence, il y a eu l'opportunité de partir faire une année d'assistanat, en fait. Je suis partie aux États-Unis dans ce cadre-là, de découvrir un peu, travailler dans une école. Euh, donc, c'était une école d'immersion. Donc, c'est pas encore tout à fait pareil que le FLE, mais c'était ma première expérience de l'étranger, de travail, ce genre de choses. Après, je me suis dit, ouais, ok, c'est ce que je vais faire, mais du coup, pas en immersion, mais plutôt cours de Hmm. langue étrangère. Ouais. Donc le FLE. Donc, je suis allée vers le master et puis j'ai continué mon chemin, le chemin un peu classique, entre guillemets, de les études pour tel travail. Ok. Voilà. Donc, tu as passé un master FLE, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Ouais. j'ai fait le D'accord. master FLE. J'ai même pas pensé à d'autres chemins, puisque vu que j'étais déjà à l'université, c'était un peu Hmm. l'étape normale qui arrive Suivante, ouais. après la licence, en fait. Ouais. C'est clair. Et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, après ton master, quel a été ton parcours en tant que prof de FLE? Comment tu as commencé Ah, à vraiment enseigner? donc j'ai terminé donc le master ouais, pendant l'été et comme j'ai dit j'ai fait un stage en Corée. Mon dernier stage c'était en Corée du Sud et j'avais eu une très bonne expérience du pays et j'avais très envie de retourner y vivre. J'ai cru à un moment donné que ça allait pouvoir se faire et finalement c'est tombé à l'eau. Donc j'ai continué de chercher du travail toujours sur l'Asie, mais je voulais pas me concentrer sur
un pays spécifique parce qu'on sait que ça réduit quand même les chances. On m'a proposé du travail à Pékin, on m'a proposé du travail à Hong Kong et du travail à Tokyo. Et finalement, bon, entre les trois, je me suis dirigée vers le Japon, qui me semblait un petit peu plus facile d'accès d'une certaine façon, un petit peu plus connecté au monde occidental. Enfin, je pense que Pékin et Hong Kong, ça aurait été encore une expérience différente. Ok, donc t'avais pas une certaine attirance pour le Japon, comme on peut retrouver beaucoup de personnes qui ont cette attirance avec les mangas, les animés, etc. C'est un peu Ouais, tombé ben comme c'est ça, vrai non? que c'était un peu par hasard et en fait pas totalement non plus puisque quand j'ai trouvé mon stage en Corée du Sud, donc le premier stage, parce que j'ai fait une année de césure entre le M1 et le M2. Donc la première moitié de l'année, j'étais retournée aux États-Unis et il me fallait un autre truc à faire pour la deuxième moitié. Et donc, justement, je m'étais dit, ah, ça serait chouette d'aller au Japon. Et puis, en fait, en cherchant des contacts avec le Japon, je suis tombée sur le blog d'une classe de français. Et puis, j'ai envoyé un message. Et puis, ça s'est fait. Donc, j'ai atterri en Corée du Sud en essayant d'aller au Japon. Et en essayant de retourner en Corée du Sud, finalement, j'ai trouvé du travail au Ok, Japon. c'est drôle ça. Donc, Ouais, c'est vachement ouais, c'est drôle. assez rigolo quand même comme Ouais, ouais, parcours. c'est Ouais. clair. Et combien de temps t'es resté au Japon en tout? Presque 3 ans. Presque 3 ans, ouais. Donc, ouais, t'as quand même une vision assez globale du truc, quoi. Ouais, Tu bon, peux je nous pense en qu'il y a parler, toujours quoi. des choses à apprendre, mais Oui, ouais. effectivement, mais bon, ok. Tu vois, il y a toujours une question qui revient et je pense qu'on doit te la poser aussi, c'est ben, comment vivre au Japon parce qu'il y a toujours cette histoire de visa, parce que forcément, c'est plus l'Europe, donc on a besoin de visa pour y travailler. Les offres d'emploi aussi, tu vois, on me demande souvent comment est-ce que je peux accéder à des offres d'emploi. Les diplômes aussi, parce qu'en fait, il faut savoir que, alors je l'ai pas dit en introduction, mais moi aussi j'ai vécu au Japon, pareil, autour de 3 ans, un peu plus de 3 ans, comme Clarisse. Moi, j'étais basée à Osaka. Elle était basée à Tokyo. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions au niveau des diplômes et des visas. Il faut savoir que moi, je vois beaucoup de personnes, parce que je suis par exemple assez souvent présente sur le groupe des Français au Japon sur Facebook. J'aime bien regarder un petit peu ce qui se dit. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que on peut aller au Japon chercher du travail et bim, un contrat et c'est la belle vie. Et non. En fait, il faut relativement avoir, enfin, il faut avoir un diplôme qui soit lié un petit peu au travail qu'on va chercher. Et il faut avoir du coup des conditions assez bonnes pour pouvoir demander un visa. Parce que vous pouvez pas demander un visa comme ça. N'importe qui ne peut pas demander un visa. Si vous avez aucune expérience, si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez pas demander un visa. On vous demandera toujours au moins une licence universitaire. Donc si vous venez avec pas de licence universitaire, déjà ça va vous fermer des portes, mais ce n'est pas impossible. J'ai des amis qui l'ont fait. Je tiens aussi quand même à ne pas décourager. Je sais qu'il y a des personnes qui ont pu le faire, mais il faut quand même démontrer une grande expérience dans le domaine. Donc, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ça, de comment est-ce que toi, tu as trouvé ton boulot. Enfin, tu nous as dit que c'était un petit peu par hasard, mais comment trouver généralement un travail au Japon, comment ça se fait, tout ça, ces visas, ces offres d'emploi, toutes ça, ces conditions du diplôme. Est-ce que tu peux nous en parler? Puis on va un petit peu échanger toutes les deux à ce sujet-là. Ok. Tout simplement, en fait, j'ai répondu à une annonce, en Ouais, fait, pour facile. le travail que j'ai obtenu au Japon. Et en fait, pour presque tous les emplois auxquels j'ai postulé, enfin pas tous auxquels j'ai postulé, mais auxquels Ouais. on a répondu à ma candidature, que ça soit un oui ou un non. En fait, c'était ceux qui étaient liés à des annonces, parce que j'ai aussi fait des candidatures spontanées. Et évidemment, beaucoup restent sans réponse. Par contre, au Japon, j'ai trouvé que les candidatures spontanées avaient quand même tendance à avoir quelques réponses, des Hmm. réponses négatives, malheureusement, parce que j'avais contacté toutes les alliances françaises ou les instituts français suivant les préfectures, et quasiment tous m'avaient répondu, on ne peut pas vous prendre, il n'y a pas assez de travail, ou il y avait des problèmes de visa, effectivement. Donc finalement, l'emploi que j'ai trouvé, alors il me semble que c'était sur fleu.fr, Hmm. mais si c'est pas sur celui-là, c'est que c'est sur Français dans le monde, un de ces deux-là. J'avais simplement répondu à l'annonce, j'avais eu un entretien, ça s'était bien passé, et puis après, voilà, on m'avait dit
alors est-ce que vous voulez vraiment venir? Et puis, oui, j'accepte. Et puis, ça s'est fait comme ça. Par contre, au niveau du visa, on m'a pas sponsorisé mon visa de travail tout de suite parce qu'en fait, ça demande un petit peu de temps, ça demande de la paperasse du côté de l'entreprise. Donc, même si mon profil correspondait à l'emploi et que il y aurait certainement pas eu de soucis, étant donné mon âge, le directeur de l'école m'a demandé est-ce que tu accepterais de utiliser le permis vacances-travail en fait pour venir, puisque ça permettrait d'accélérer le processus et d'arriver beaucoup plus rapidement. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait. Donc je ne sais pas si c'est très recommandable, mais je suis arrivée au Japon donc avec le PVT. Par contre, le PVT, il faut pas que vous leur disiez que c'est pour aller travailler, en fait. Donc, il faut un petit peu faire son chemin et pas trop parler quand on va à l'ambassade. Faut leur dire oui, oui, je vais voyager. Et puis, en fait, bah, vous avez un contrat de travail qui vous attend. Par contre, maintenant, parce que moi, c'était quand même ben, il y a 5 ans bientôt que j'étais arrivée au Japon, il me semble que maintenant, c'est plus possible de passer d'un PVT à un autre visa sur place. C'est ce que j'ai Donc, entendu, c'est pour ouais. ça que, Ouais, ouais, moi, ça n'a pas posé de problème. Au bout ouais, des pareil six pour mois, moi, on ouais. m'a dit, c'est bon, on passe à un visa de travail, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu le visa de 5 ans Oui, ça, directement. n'en parlons pas parce que, n'en parlons pas. C'est Ouais, quand ça, même je du sais que jamais j'ai vu, appris que hein. c'était pas tout le monde. C'est pas Non, non, tout le monde. c'est jamais vu ça. Jamais vu. Mais je pense que le fait que j'ai le master qui Oui, correspond à mon oui, emploi et que l'école soit assez reconnue, entre guillemets, et l'école dépendait d'une entreprise qui était aussi plus grande. Donc, je pense que toutes ces choses-là ont fait que, voilà, on m'a complètement. gentiment donné ce visa. J'ai fait exactement la même chose que toi. Du coup, je suis allée en PVT. J'avais pas d'offre d'emploi, enfin, j'avais pas de promesse d'emploi à ce moment-là. Je suis allée Mhm. en PVT, j'ai cherché du travail sur place, j'ai trouvé très rapidement. Et en fait, l'école dans laquelle j'étais, bah, me plaisait beaucoup. Et du coup, la première année, j'ai essayé de travailler un peu, enfin, quelques heures par semaine. Je pense que j'étais autour de 8 10 heures par semaine. Et quand, pardon, quand mon PVT s'est terminé, bah, ils m'ont proposé de me sponsoriser pour passer en visa de travail. Mais là, par contre, la condition, c'était que je sois complètement full-time. Donc, je suis passée à temps complet. Et par contre, moi, à ce moment-là, donc je vous parle des années... Je parle comme si j'étais une vieille. Mais je parle de l'année 2000... Je suis partie en 2015, donc j'ai dû faire ça en 2016, quoi. Oui. À ce moment-là, pareil, c'était possible de passer, de rester sur le territoire et de passer du PVT au visa de travail. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un visa de 5 ans de suite, n'est-ce pas? Parce que bah, je n'ai pas le master FLE, donc je pense que ça a un Ça rapport peut avec ça. jouer, ouais. Ça peut jouer. Et puis, je n'enseignais pas à 100% le français. Moi, j'enseignais l'anglais et le français. Donc, n'étant pas native, tu vois, d'anglais, peut-être que ça a peut-être joué sur le Hmm. truc, tu vois. Mais du coup, j'ai eu un visa d'un an, un autre d'un an, et ensuite j'ai eu 3 ans. Donc, il faut quand même le souligner, c'est pas mal. Mais je voudrais aussi mentionner, enfin, je sais pas si on était dans vraiment le même type d'école, toi et moi, parce que moi, c'était plutôt, donc, le terme en japonais, c'est Eikaiwa, donc c'est en fait une école où on va plutôt mettre en avant la conversation. La conversation, même si on avait beaucoup de cours où on utilisait des manuels, hein, c'est beaucoup de cours de conversation et c'est souvent après les cours. Donc moi, je m'adressais à des enfants. Tu vas nous raconter un peu ton expérience à toi. Mais du coup, on les voyait après leurs cours à eux. Et j'avais aussi une sorte de garderie avec les enfants de 3 4 ans qui n'allaient pas encore en école maternelle. Et c'est vrai que ce genre de travail-là, on va voir un petit peu, parce que c'est intéressant qu'on ait deux expériences assez différentes, toi et moi, pour en parler. Mais ce genre d'école-là, disons, c'est pas très compliqué de trouver du travail. Et il y a beaucoup de personnes qui, même s'ils n'ont pas le master FLE ou de la langue en question, bah, ils arrivent quand même à rentrer dans ce genre d'école-là. Parce que c'est pas forcément, ils te demandent pas forcément de grandes connaissances de pédagogie. En tout cas au début. Moi, j'ai été hyper bien formée après, mais au tout début, pas des masses. Donc, est-ce que toi, tu as ressenti ça? Enfin, raconte-nous un petit peu du coup de ton expérience à toi dans ton école, pour voir un petit peu comment c'était. Ouais, oui, bah, je pense que c'est presque l'opposé de ce qui
ce qui est possible de faire, puisque moi, je travaille avec des adultes. Ouais, c'est J'ai eu différent, ouais. quelques enfants, mais c'était presque uniquement des cours privés. Ouais, d'accord. Donc adulte, cours privé, et moi je travaillais. Alors il y avait différents shifts. On pouvait travailler aussitôt que 7 heures du matin, parce qu'il y a des gens qui voulaient prendre des cours avant de commencer leur journée de travail. Donc l'école officiellement ouvrait à 7 heures. Donc en général, il y en avait que un de l'équipe hein, qui faisait les quelques premières heures. Et ensuite, on pouvait travailler parfois, pas en semaine, mais le samedi, je crois que c'était 9h, 17, 18h, quelque chose comme ça. Et sinon, le shift le plus populaire pour les étudiants, c'était de travailler de 12h30 à 9h le soir. Puisque Hmm. donc, du coup, les gens veulent prendre des cours plutôt en fin de journée, Eh après le oui, oui. travail. Eh ouais. Et en milieu de journée, on avait exemple les femmes au foyer, les personnes à la retraite qui viennent. Donc il y avait quand même des profils assez variés, mais toujours sur du privé, quasiment que des Japonais, même s'il y avait quand même quelques autres nationalités. Et au niveau de la façon d'enseigner, ben, comme c'était des cours privés, en fait, on s'adaptait à ce que l'étudiant venait chercher, donc que ça soit plutôt du cours de conversation, un cours très traditionnel, apprendre la grammaire pour pouvoir communiquer, pour pouvoir lire, ou bien de la préparation au DELF, par exemple. Ok. Ah oui, Donc il y avait c'était un assez petit peu varié. de... Je pense pas que ça soit le type le plus classique d'école, enfin, d'avoir que du cours privé comme ça, je sais pas si Ouais, c'est c'est très pas courant. très... J'ai pas l'impression, ouais. Mais souvent pour les cours de... Les... Pardon, les... Oui, les cours de français, j'ai eu souvent affaire avec ce genre d'école. J'avais aussi postulé dans ce genre d'école à Osaka et c'était pareil, des cours privés, que des cours privés. C'était une Donc grande peut-être salle et que c'est c'était un peu plus japonais. divisé, tu vois. Je pense que c'est juste japonais, ouais. Mais c'est assez... J'ai l'impression que c'est assez commun. Alors que moi, Eikaiwa, c'est plutôt des groupes. Moi, j'avais un ou deux cours privés dans la semaine. C'était vraiment des trucs un peu ponctuels, mais généralement, j'étais que face à des groupes. Qu'est-ce que tu dirais sur les élèves japonais? Que au tout début, j'ai eu un petit peu de mal à connecter avec les Ah, étudiants, puisque bah, en plus, moi, je suis arrivée au Japon, je connaissais quasiment pas, enfin même, je connaissais pas la culture. J'ai dû aussi apprendre un petit peu à quelles étaient les habitudes au niveau de la pédagogie, ce genre de choses. Donc, par exemple, le fait que les étudiants sont très silencieux, qu'ils répondent, faut vraiment, vraiment les pousser, les encourager, surtout au tout début quand c'est les premiers cours et que ne te connaissent pas encore, sont hmm, seuls dans la classe avec toi. hmm. Donc, il y a personne pour les Intimidant, hein, observer. pour eux, hein, je Ouais, pense. C'est je pense que clair. c'est ça. Et ouais, on parle souvent du côté timide des Japonais, mais je pense aussi qu'il y a, comment dire, bah, à l'école, on les encourage pas vraiment Ouais, c'est à clair. parler. C'est plutôt, on est là pour écouter le prof. Et donc, comme la pédagogie, elle est assez différente, du coup, moi, c'est vrai qu'en Corée, je m'étais aussi un petit peu heurtée à ça, à la place du professeur vis-à-vis de la place de l'étudiant. Mais j'avais trouvé quand même que les Coréens, ils étaient un petit peu plus prêts à partir à l'aventure et un petit peu plus curieux. Hmm. Et les Japonais, je les ai trouvés un peu plus sur leur garde, de ce sens. C'est genre, elle me dit que veut que je réponde la question, mais est-ce qu'elle veut vraiment que je réponde? Allez-y, dites-moi quelque chose. Et une chose sur laquelle moi j'ai beaucoup dû travailler, c'est de laisser des blancs en classe et d'accepter le silence. Euh, mon manager m'en avait parlé assez rapidement. Il m'a dit, t'as pas besoin de combler. Dès qu'ils n'ont pas la réponse, donne-leur le temps C'est de pas facile. réfléchir, ouais, plutôt Ouais, que de... Donc ça partait d'une bonne volonté. Je voulais les aider en les guidant, mais on m'a dit, attends un peu, parce que peut-être qu'ils ouais. ont la réponse. C'est juste qu'ils sont en train de vérifier si c'est vraiment ça. Et donc ça a été un travail que j'ai dû faire ouais, par rapport au public japonais. Spécialement. Que je retrouve pas du tout en Espagne, par exemple. Là, il n'y a Oui, pas du j'allais le tout de... dire. S'ils n'ont pas la réponse, ils vont me le dire directement. Donc, c'est ça, c'est connaître, ouais, connaître les attentes, connaître les habitudes. Et puis, enfin,
juste apprendre à connaître les étudiants. Je pense que ça, c'est peu importe le pays, pour pouvoir s'adapter. Mais par contre, ce que j'avais noté, c'était qu'en groupe, je les trouvais d'autant plus sur la réserve que seul, en fait. Même Ok, avec le temps, apprendre à connaître les autres étudiants, il y avait quand même ce petit truc de j'ai pas trop envie de parler de moi devant des gens que je ouais. connais pas, Hmm. malgré le fait que ça fait des mois qu'ils prennent le cours ensemble, parler un peu de sa vie privée, parce que quand moi je leur demande je sais pas, vous avez fait quoi ce week-end? Ben, ils sont un peu obligés de parler de leur famille, par exemple, ou... Et il y en a certains qui ont mis un petit peu de temps avant qu'on sache qu'ils aient des enfants, que Hmm. leur fils fait du tennis, ce genre de choses. Alors que je pense que pour des Européens, partager l'information qu'on a un enfant et qu'il est inscrit au tennis, je Pas pense qu'ils ne grand-chose. réfléchissent même pas. Si je dois rajouter quelque chose, je les trouve très reconnaissants envers le prof. Et bon, j'avais des enfants, donc on a un public un peu différent, mais moi j'avais toujours des mots d'amour, des déclarations, des petites cartes, des omiyage, donc des cadeaux en fait qui nous ramènent de leurs vacances en famille, etc. Et je trouve que la figure du sensei en fait là-bas, je trouve que bon des fois c'est un peu exagéré, mais en fait en tout cas je trouve que c'était plaisant pour en tant que personne de savoir que ce qu'on fait c'est reconnu et de savoir que les parents en fait vraiment ils ont une entière confiance en nous et enfin, moi, je me sentais très très bien dans tu vois, dans ce rôle-là. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le mentionnes, peut-être que maintenant je pars du principe que tout le monde devrait être comme ça, mais finalement, finalement, ouais, non, c'est vrai que je crois que maintenant j'avais un peu oublié, mais je crois que ça m'a fait ça en fait. Quand je suis arrivée en Espagne et qu'il y avait ce rapport totalement différent, je me suis dit, ah ouais, là je viens de leur dire que c'est mon anniversaire, elles m'ont rien dit. C'est ouf, hein? Ah Ouais, ouais. ouais. Des choses comme ça. Et quand j'y repense, ouais, au Japon, c'est arrivé assez souvent. J'avais un cours avec un petit papy là. Une fois sur deux, il m'a amené une canette avec une boisson ou un Ouais, café. très normal. Ouais. Mm, Il amenait toujours ouais, des petites choses. Les omiyage, ben, nous, comme on était à l'école, il y avait la règle, entre guillemets, que l'omiyage, mm, c'était pas que pour le professeur, c'était partagé par tout le monde. Mais toutes les semaines, il y avait quelque chose à manger qu'un étudiant avait amené. Et quand j'ai quitté mon travail aussi, j'ai eu des cartes, j'ai eu des cadeaux. J'ai des étudiants qui ont aussi voulu m'inviter à aller au mm. restaurant, ce genre de choses. Donc, ouais, ça, c'est pas. Je pense que le seul public que je pourrais comparer à ce niveau-là serait peut-être les Américains, qui sont aussi très dans la reconnaissance, apporter à manger, une boisson aux professeurs, je pense. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et le moins aimé de ton expérience en tant que professeur au Japon? J'aimerais que tu nous racontes, pas que professionnel, tu vois, mais peut-être aussi des choses un peu plus privées, enfin, sans rentrer trop, bien sûr, dans ton intimité, hein, mais qu'est-ce que tu as le plus aimé de ton expérience et le moins aimé? Euh, qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Euh, bon, peut-être mentionner ça, mais le fait que j'avais une grande stabilité financière. Ce qui, je pense, pour du FLE, est un peu inattendu. C'est vrai. Mais le type de contrat que j'avais avec l'école, la façon dont l'école était gérée, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve pas beaucoup. Donc, pour donner quelques détails, en fait, j'avais des horaires fixes. Donc, tous les jours, donc moi, j'étais souvent du soir. J'avais demandé à avoir un emploi du temps un peu plus régulier. Donc, toute la semaine, j'arrivais à l'école à 12h30, je partais à 9h. Et en dehors de ces horaires-là, en fait, pas de travail à la maison, pas besoin de communiquer outre un petit message si un collègue avait besoin de quelque chose. Et puis bon, je travaillais le samedi, donc ça, c'est peut-être un petit peu plus négatif, mais Moi bon, dans le aussi. FLE, c'est assez courant. Hmm. Mais ouais, de ce côté-là, je trouve que j'avais un travail presque qui pourrait être comparé à un travail de bureau, parce que tu arrives au travail, tu fais ton travail, tu sors et la journée, elle est finie. Et comme j'avais des horaires fixes, j'avais des congés payés et j'avais un salaire fixe qui, je pense, ouais, je pense que c'était un peu le Graal. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup. Donc, ouais, je pense que parmi tous les points positifs, je pense que ça fait partie quand même des choses qui te permettent
de vivre une vie beaucoup Mais plus c'est clair. sereine. Ah ben, c'est sûr. Est-ce que Ouais. tu travaillais les jours fériés, Clarisse? Non, Tu travaillais pas les jours non, non, fériés? non. Ok. Les jours fériés, l'école, elle était fermée. Euh, euh, alors, je travaillais le samedi, mais j'avais un jour de congé dans la semaine, toujours le même. Ah ouais, ok. Donc, euh, donc je On n'a travaillais pas que été 5 logés à la même jours. enseigne, hein. Non. Et puis, les congés, il me semble que les congés payés la première année, je crois que j'ai eu 10 jours, il me semble. Et chaque année, je crois, en restant dans l'entreprise, j'avais 2 jours de plus. Donc la première année, 10 jours de Ah, congé, l'année suivante, 14. Et je crois que le maximum que tu puisses avoir, je crois que c'était 20, il me semble. ok. Je crois Bah, que tu c'était ça, ouais. vois, c'est très intéressant que tu dis ça parce que moi, c'était le contraire. Moi, par contre, je travaillais tous les jours fériés. Et Dieu sait qu'il y en a énormément au Japon, c'est incroyable. Ouais. Mais par contre, j'avais 5 semaines de congés payés dans l'année. Ouais, dès le début. Donc ça, c'était plutôt chouette. Mais tu vois, je travaillais jour férié et souvent je travaillais pendant les vacances parce que forcément, je m'adressais à des enfants. Donc les enfants Ouais. qui avaient des vacances scolaires, ben, les parents, ils savaient pas en quoi en faire de leurs enfants. Donc forcément, ils nous les refourguaient. Donc tout ce qui était vacances en général scolaires, on les avait. Je devais travailler à part les vacances de Noël ou l'école fermée parce qu'en fait, on était tous des étrangers et donc tout le monde voulait rentrer pour les fêtes, quoi, tu vois. Ah, ouais. Ouais, Ouais, ça c'est à différent, part ouais, pour ça. le coup. Mais ouais, du coup, on avait Ouais, des parce que nous, conditions différentes. les étudiants pouvaient prendre un cours le soir de Noël, hein, jusqu'à 9 heures. Ah L'école, ouais, elle était ouverte. Ouais. waouh. Donc, si tu prévenais assez à l'avance, et puis il y avait un système de rotation pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. Mais pour les congés pour Noël, ouais, fallait un peu décider, OK, qui a le congé, Hmm. qui travaille ce jour-là. Parce que pour l'école, je crois qu'elle était fermée une semaine. Donc ça comptait pas dans les congés payés, parce que c'était l'entreprise, elle est fermée. Donc je crois qu'il y avait 5 jours au niveau du Nouvel An. Et il me semble qu'il y avait 5 jours pour Golden Week, je crois, au mois de mai. Ouais. Quelques jours en août. Donc il y avait ces quelques jours-là où l'école elle est fermée et Ah c'est congé ouais. pour tout. Ah oui, donc en Donc au plus de final sur ça, l'année, ah ouais, ouais, t'avais quand même ça pas mal de faisait, vacances. ça devait faire ouais avec les congés nationaux, les jours de fermeture de l'école et les congés payés. Je crois que ça devait faire ouais peut-être 4, 5 semaines peut-être. C'est clair. Ça me semblait pas mal. Au niveau du temps de repos par rapport au temps de travail, moi, je m'y retrouvais. La seule chose Mhm. que j'ai trouvé compliquée, c'est de ne pas avoir 2 jours d'affilée de Ouais. repos Mm. quand c'était toutes les semaines. Mais sinon, ouais, de ce côté-là, je pense que ouais, cette idée du «Ah, au Japon, on travaille beaucoup», bon, bah, ça dépend beaucoup de l'entreprise et des choix qui ont été faits, en fait. Oui, j'aimerais qu'on en parle aussi de ça parce que t'étais à combien d'heures de cours par semaine, à peu près? Alors, ça dépend, parce qu'en fait, au début, quand je suis arrivée, ben, les étudiants me connaissaient pas encore. Et la façon dont l'école fonctionnait, en fait, les étudiants réservent en ligne. Hmm. Admettons, ils veulent un cours vendredi à 15 heures et ils peuvent voir quel prof est disponible et choisir le prof qu'ils souhaitent. Donc, ça pouvait varier les premières semaines. Ça se trouve, j'ai fait même pas 10 heures de cours les premières semaines. Par contre, au moment où je suis partie, étant la seule femme à ce moment-là, j'avais un agenda très chargé. Et donc, ouais, ça m'est arrivé de faire des semaines à... Ouais, j'ai fait des semaines à 30 heures presque. Pas mal, hein? 30. Il me semble que j'ai fait, ouais. J'ai dû faire quelques semaines tout à la fin de mon contrat ou aussi à la période de Noël avec les vacances Ouais, et tout. ouais. Puisqu'il y a beaucoup de profs absents, tu récupères plein de monde. Donc, ouais, j'ai eu des grosses semaines. Donc, ça variait un peu, mais sur la fin, moi, je trouvais que mon emploi du temps, il était trop chargé, ouais. Et est-ce que tu as déjà senti ça que à ces moments-là, du coup, où tu travaillais une trentaine d'heures, est-ce que tu as déjà senti ce truc-là qu'on lit énormément sur Internet? Genre, ben, au Japon, on travaille trop, la vie privée n'est pas respectée, il n'y a pas un bel équilibre comme on peut avoir ici. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Euh, je pense pas que ça m'ait affecté au niveau de ma vie privée. Enfin, je pense pas avoir fait ce parallèle entre
Bon, évidemment, j'étais un peu fatiguée, donc un peu moins envie de profiter peut-être. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais au Japon, du coup, je suis arrivée 1 an avant le Covid. Et après, moi, j'y étais pendant le Covid. Du coup, je suis partie. Le Covid, enfin, il y avait encore beaucoup de mesures qui étaient en place au Japon et qui faisaient que pouvais peut-être pas profiter, ou même j'avais pris l'habitude de beaucoup rester à la maison. Donc, je sortais peut-être aussi moins souvent que la première année, par exemple. Parce qu'il me semble que la première année, dès que j'avais un jour de congé, hors de question de rester à la maison. Mais non, j'ai pas trouvé que ça ait influé trop parce qu'en fait, il y avait quand même ce garde-fou de j'ai des horaires précis. Donc, je Ouais, vais ouais. avoir plus de travail et je vais être plus fatiguée, mais les horaires, ils sont respectés. On m'a jamais demandé de faire des heures en plus, on m'a jamais envoyé des choses à faire en dehors de mes heures de travail. Ça, par contre, l'école, elle était très, très à cheval sur ces trucs-là. En général, on évitait aussi entre collègues de s'envoyer des messages les jours où on travaille pas. J'ai eu beaucoup de Mais chance. donc peut-être que ça a permis en fait de, ok, j'ai beaucoup de travail quand j'y suis, mais une fois que j'ai passé la porte, c'est Hmm. fini quoi. Ouais. Non, non, t'as eu de la chance, parce que je Je pense que t'es pense, bien ouais. tombée. T'es tombée sur une entreprise qui est respectée, avec, ouais, avec des valeurs qui te convenaient à toi, quoi. Je travaillais aussi le samedi. Du coup, je travaillais, je pense que c'était de 9h à 15h, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était ça, ouais. De 9h à 15h le samedi. Par contre, j'avais pas d'autres jours de repos comme toi dans la semaine. J'avais le dimanche, bien évidemment, mais c'est tout, c'était tout. Mhm. Et Ouais, travailler moi, 6 jours. ouais, 6 jours, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup fatiguée, je dois l'avouer. Mm. Surtout que j'étais à, ouais, à 28, entre 28, 29, 30 heures par Toutes les semaine. semaines. Ouais, toutes les semaines. Et parce que Ouais, dès que je sur suis la longue passée durée, ouais. en... Sur la longue, ça me faisait c'était un peu lourd parce que dès que je suis passée en visa de travail, tu vois, j'avais cette obligation-là d'être temps complet. Je pouvais plus être en baïto, donc faire des heures que moi j'avais envie. Donc là, j'avais vraiment cette obligation-là, tu vois, de... Et puis moi, ça m'allait bien aussi parce que j'avais envie d'avoir une certaine stabilité financière. Et comme tu l'as mentionné, c'est vrai que ce genre de... On dit souvent que le FLE, et dans mon cas aussi l'anglais, enfin donner des cours comme ça, c'est pas hyper stable, mais c'est vrai que moi aussi j'avais une belle stabilité financière. J'avais pas un salaire mirobolant, mais je vivais correctement, je pouvais mettre de l'argent de côté, je pouvais me faire plaisir Mm. quand j'avais envie, je pouvais voyager pendant les vacances, et ça pour moi c'était tout ce dont j'avais besoin. Mais pour moi, je trouve que je travaillais trop. euh, Dans le sens où peut-être que je le prenais trop au sérieux aussi. Il y avait d'autres profs qui s'en foutaient un petit peu et donc du coup, je pense pas qu'ils aient la même opinion que moi. Mais ma vie privée était un peu trop impactée, je dois le dire, par ma vie professionnelle. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, si c'était à refaire, je pense que je le ferais différemment. Et j'adorais mon métier, j'adorais mes petits élèves. Vraiment, enfin, je vivais vraiment pour ça. Mais c'est vrai que j'ai quelques regrets. Et je pense qu'en fait, c'est très intéressant de voir comme quoi on connecte à tort finalement le Japon avec ben, on va finir en burn-out, on n'aura pas de vie privée, etc. Parce que ben, on a un exemple vivant là devant moi, quoi. Tu nous parles de quelque chose de très différent. Donc c'est très intéressant, tu vois, que tu puisses parler de ça aux personnes qui pourraient avoir peur finalement, tu vois, de se retrouver dans un truc un peu pas. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce, comment dire, je pense que c'est aussi important de pas tout accepter parce que oh, je veux absolument partir au Japon Oui, ou peu importe le pays et accepter certaines choses parce que c'est très difficile en fait de revenir sur ses pas une fois qu'on a ouais, accepté quelque chose. ouais, Et je pense que c'est quelque chose sur lequel moi j'ai vraiment fait attention, peu importe que ce soit les stages, que ce soit pour le travail, de vraiment savoir, OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. ouais. Et tout en sachant que si j'accepte quelque chose, ça sera super dur de revenir. Donc je dis non tout de suite. Et je pense que malgré le fait que je pense pas avoir un caractère super, super, comment dire, rentre dedans, plus le côté un petit peu plus doux, mais j'arrive quand même à laisser passer que, ok, ça c'est pas possible. Ça, Ça, c'est j'accepte un pas. très bon conseil. Très, très bon conseil pour les Et personnes donc, qui du voudraient coup, partir. quitte à carrément le dire et que peut-être la personne que vous aurez en face de vous, elle se dira, ah,
quand même un bon profil et que eux fassent l'effort en fait dans votre sens. Après, ça dépend vraiment sur qui on tombe. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se négocient. Ça peut être pour négocier des congés, pas toujours que ce soit la même personne, être capable de dire, ben, un tel, ça fait 3 fois qu'il a les vacances de Noël, ce serait peut-être cool de changer d'employé, qu'il puisse avoir les vacances à telle ou telle date, notamment quand on est aussi loin, parce que pour pouvoir rentrer, Ouais, c'est si on a clair. la famille en France, avoir qu'une seule semaine de vacances, par exemple, c'est pas Compliqué, évident. hein. Mais c'est un très bon conseil que tu donnes parce qu'il faut savoir que quand on est sponsorisé par l'entreprise, on leur doit un peu tout, quoi. Donc, et il y a des entreprises qui... Ouais, Non, oui, j'exagère, mais il y a des entreprises qui font bien de te le rappeler. Euh, ouais, donc, en ils en fait, jouent, hein. ils en jouent énormément. Certaines entreprises, pas toutes, certaines en jouent beaucoup. Et du coup, c'est vrai que tu as totalement raison dans le sens où il faut quand même se poser des bonnes questions parce qu'une fois qu'on a signé, c'est un peu comme le mariage, une fois qu'on a signé, c'est un peu difficile de faire marche arrière. Mais c'est important aussi pour moi de souligner que si vous partez de votre travail, alors même si l'entreprise vous a sponsorisé, vous ne perdez pas votre visa. Vous avez une obligation de chercher un boulot et de le trouver, je crois que c'était 3 mois max, il me semble, que tu peux Trois être mois, sans... Ouais, hein, et puis en général, si on montre qu'on est sérieux, je crois qu'il y a moyen de il y a discuter avec moyen, l'immigration. Ils sont pas trop à cheval. ça va. Ouais. Donc si vous avez un Mais visa dans de les... plusieurs années, par exemple de 3 ans, de 5 ans, et que vous avez envie de partir de votre entreprise actuelle, ne pensez pas que, oh là là, je leur dois tout, enfin je peux pas, je suis prisonnier. Non, vous pouvez partir. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand ça nous convient plus ou quand simplement on a envie d'aller voir ailleurs, parce que c'est aussi intéressant d'avoir d'autres expériences, ben faut pas non plus penser qu'on est prisonnier d'une entreprise seulement parce qu'elle nous a sponsorisé, quoi. Ouais. Pour le visa, je crois que la seule limite, c'est que, il faut respecter la catégorie de travail dans laquelle vous êtes. Exactement. Ouais, Donc, on exactement. peut pas devenir, je pense qu'on puisse pas devenir serveur si on a un Exact. visa qui est, je sais plus ce que le mien disait, mais c'était en lien avec la culture et les langues. Exact. Donc, il y a des... Ou alors, il va falloir changer de visa une fois qu'on a trouvé un travail si l'entreprise peut sponsoriser. Mais, euh, Exactement. mais oui, oui, oui. Très intéressant. Pour finir, est-ce que tu as des regrets de ton expérience? Est-ce que tu ferais différemment si tu devais repartir aujourd'hui? Ben, mon seul regret, il n'est pas totalement lié au travail, mais ça serait plutôt le fait d'apprendre le japonais un petit peu plus tôt. Parce que j'ai attendu une année avant de me décider à prendre des cours de japonais. Et le Covid est arrivé au même moment, ce qui a d'autant plus repoussé mes premiers cours. Et même si j'aurais peut-être pas utilisé le japonais en classe de toute façon, ça m'aurait peut-être permis aussi de connecter un petit peu plus avec les étudiants Hmm, qui voient que ah, moi aussi j'apprends leur langue hmm. et puis pour mon quotidien, ça aurait peut-être facilité quelques petites choses. Mais de ce côté-là, je suis quand même reconnaissante. Mon entreprise, elle m'a bien soutenue. Ils m'ont beaucoup aidé quand j'avais besoin de gérer des choses en japonais. Donc ouais, ce serait... J'ai pas beaucoup de regrets en général, hein. J'ai vraiment dû chercher pour trouver quelque chose. Mais je pense que c'est ça, ouais, la langue. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre au Japon de longues années sans parler japonais? Alors, ça dépend, vivre. Il y a vivre et vivre, hein. Si... Et puis moi, dans mon cas, bon, comme j'étais à Tokyo, je pense que c'est Ouais, d'autant plus facile. ouais, Alors, très pas forcément international. plus facile parce que, ils parlent anglais, hein. Ne vous méprenez pas, les Japonais et l'anglais, c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que, par exemple, vous n'ayez pas besoin de parler à quelqu'un, en fait. Hmm, Donc, je pense qu'on peut vivre sans parler à quiconque, sans rien demander. Bon, après, est-ce que c'est la vie que les gens veulent vivre? Je ne sais pas. Mais hmm. moi, à long terme, ouais, moi, j'avais prévu d'apprendre la langue quand même. C'est possible, mais est-ce que c'est confortable comme style de vie? Je suis pas certaine. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on a tous quand même l'envie de s'intégrer, de faire partie quand même d'une communauté. Et je pense que le fait de ne pas parler la langue, ça peut freiner quand même, hein, à Ouais. une Puis d'être certaine indépendant, parce mesure. que sans parler la langue, faut toujours Hmm. demander à quelqu'un pour un coup de main, quoi. Ouais, ouais, c'est important.
Je pense que c'est important, même si on n'a pas un super niveau, le niveau Mm. le plus haut du GLPT, c'est quand même important d'avoir un peu les bases, je pense. Surtout si on a l'idée, l'intention de rester longtemps, tu vois. Si tu viens juste pour 1 an, 2 ans et que ça t'intéresse pas, Ouais. ben c'est OK, enfin, je veux dire, pas de problème. Mais De si tu base, et puis, voilà, tout à fait, la base, ça va. Mais si tu comptes t'installer, t'intégrer, etc., je pense qu'il y a vraiment une différence entre vivre là-bas sans japonais et vivre là-bas avec des connaissances de japonais. ouais. Et sur ça, je pense que c'est important, ouais. C'est vrai. Merci, Clarisse. C'était très cool de pouvoir échanger avec toi à ce niveau-là. J'espère qu'on a pu répondre à des questions qu'avaient peut-être Oui, j'espère certaines pouvoir personnes. diriger quelques personnes Ouais. vers la vidéo quand on me contacte. Ouais, ouais, mais j'espère aussi. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. On sera là aussi, Clarisse et moi, pour y répondre. D'ailleurs, tu es sur les réseaux sociaux, donc peut-être que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui veulent peut-être prendre des cours, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui nous écoutent, ou des profs qui ont envie de te suivre, tout simplement. Peut-être, ouais. Donc du coup sur Instagram, moi c'est le réseau social que j'utilise le plus, donc clarisse.professeur, tout simplement. Très bien. Euh, et puis j'ai mon site internet, même chose, clarisseprofesseur.com, que je dois encore continuer à mettre en ligne. C'est pas encore très développé, mais ça vient Petit à petit. Ouais, ouais. Très bien. petit Ben, à petit. Ouais. je mettrai tout ça dans la barre d'infos pour les personnes qui veulent aller voir. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. C'était très cool. Merci. Et puis, à très bientôt.